donc je vais demander au docteur Hélène Lee de me rejoindre maintenant. Donc là, on a parlé recherche fondamentale, on a parlé épidémiologie, vous avez vu, on a parlé vraiment de déconvolution cellulaire, donc on est rentré vraiment dans la recherche très pointue. On va passer aussi à l'autre bout de la chaîne, effectivement au continuum, vers la recherche clinique et les traitements, parce que c'est quand même ce qui intéresse aussi beaucoup les patientes. Donc je vais vous demander de vous présenter, Dr Lee, et puis de nous parler. Je sais que vous êtes impliqué aussi dans des projets de recherche, et ça c'est aussi la beauté, c'est des cliniciens qui soignent les patientes, mais qui font aussi de la recherche, et comme ça on a un lien qui est très direct. Donc de nous parler un peu qu'y a-t-il de nouveau sur le front des traitements. On parle beaucoup des traitements hormonaux, donc que se passe-t-il sur les traitements hormonaux, et puis on attend aussi toujours des traitements non hormonaux. Donc voilà, c'est quoi les nouvelles pistes, et donc on vous écoute avec attention. Donc bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je suis donc le docteur Lee Hélène, je suis gynécologue médicale, et donc moi j'ai essentiellement une activité clinique, c'est-à-dire le contact et soigner les patients. Et effectivement, je suis en relation avec d'autres médecins qui ont un pied dans la recherche clinique, effectivement. Donc on pourra discuter un petit peu après de ce qui se fait dans la recherche clinique pour les traitements dans le cadre de l'endométriose. Effectivement, l'endométriose, on en parle de plus en plus, heureusement. Donc il y a tous la recherche qui se met en place et les choses avancent beaucoup plus vite. Effectivement, cette maladie, elle existe depuis des années et des années. Et finalement, en fait, au niveau du corps professionnel, on commence à en parler depuis 5 ans, 10 ans à peine. Et effectivement, maintenant, on s'attelle à former les professionnels de santé. On fait de la communication au grand public, mais surtout, effectivement, on essaye de former les gynécologues, les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, pour vraiment, et d'autres professionnels, probablement que j'oublie, pour effectivement que tout le corps médical soit informé de cette maladie. Donc effectivement, ça repose donc faciliter le diagnostic de la maladie avec des radiologues qui sont formés à la lecture et le diagnostic des lésions, parce que mine de rien, c'est une maladie qui prend différentes formes et qui n'est pas toujours évidente à diagnostiquer sur des imageries. Et effectivement, former donc les médecins, les professionnels du premier recours pour pouvoir dépister et traiter et référer la patiente le plus rapidement possible. Effectivement, le traitement dans l'endométriose, c'est le traitement hormonal, c'est la pierre angulaire dans le traitement. Effectivement, c'est de plus en plus décrié, notamment au niveau des réseaux sociaux où c'est controversé, on entend beaucoup de choses pessimistes dans le cadre du traitement hormonal, il y a une diabolisation. Moi, c'est vrai que ce soir, ça me permet quand même de réinsister que c'est le traitement, c'est un traitement qui existe depuis des décennies, plus de 60 ans, 70 ans, qui a prouvé son efficacité dans un premier temps dans la contraception, effectivement, mais dans un deuxième temps, effectivement, par rapport à tout ce qui est règles douloureuses, règles abondantes, et dans le cadre de l'endométriose. Pourquoi ? Parce que ça permet... Alors l'endométriose, c'est une maladie qui est hormonale, qui est liée aux hormones, et le traitement hormonal permet de bloquer les fluctuations au niveau hormonal et de diminuer l'inflammation qu'il y a autour des lésions et qui provoque en fait les douleurs. Et donc, au niveau des traitements hormonaux, on a je vais vous décrire un petit peu rapidement les grandes lignes. On a effectivement la pilule qui est en deux catégories, la pilule œstroprogestative, qui est la pilule classique, et la pilule progestative seule. Ensuite, on a tout ce qui est stérilet hormonal, implant hormonal, qui fonctionne sur le même principe, qui permettent de bloquer en fait le fonctionnement, de mettre au repos les ovaires et de mettre au repos la progression de la maladie qui est l'endométriose. Ces dernières années, les laboratoires ont développé de nouveaux traitements hormonaux qui sont des progestatifs. Donc il y a différentes classes pharmaceutiques qui sont arrivées qui ont été commercialisées, et notamment le Dienogest, qui est le seul traitement hormonal qui a été spécifiquement
testé dans le cadre de l'endométriose. C'est-à-dire que les autres traitements hormonaux, jusque-là, on le prescrivait effectivement dans le cadre de l'endométriose parce que par rapport à la physiopathologie, on savait que ça avait une efficacité, mais aucun des laboratoires n'a fait l'effort de faire une recherche spécifiquement dans le cadre de l'endométriose. Et donc le Dienogest, lui, est un traitement hormonal qui a ce qu'on appelle l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, donc spécifique dans le cadre de l'endométriose et qui a été démontré dans les laboratoires l'efficacité de la réduction des lésions d'endométriose avec ce traitement. Et des douleurs. Et des douleurs, effectivement. Et ensuite, là, prochainement, il y a un petit peu de spoil, mais effectivement, il y a un nouveau traitement qui va être commercialisé, probablement là, courant 2025, qui est ce qu'on appelle un antagoniste de la GnRH, qui en fait est considéré comme un traitement hormonal, puisqu'il va jouer au niveau des fluctuations hormonales, mais en fait, le but de ce traitement, c'est de bloquer en fait ces fluctuations hormonales, donc un petit peu le même principe que les contraceptifs, pilules ou implants. Et en fait, pour améliorer la tolérance de ces traitements, on va rajouter une petite dose d'hormonothérapie pour éviter les effets, parce que si on bloque complètement la sécrétion au niveau des hormones, ça donne ce qu'on appelle une ménopause artificielle. Et donc c'est très mal toléré au niveau, par les patientes au niveau des effets secondaires, puisque en fait c'est tous les symptômes liés à une ménopause. Donc voilà, donc il y a ce traitement qui va être commercialisé. Donc ça c'est quelque chose de concret qui va arriver sur le marché. Donc là, on est sur des pistes qui visent à améliorer. Donc il y a des nouvelles générations, comme il y a eu une nouvelle génération de traitements hormonaux qui arrivent avec moins d'effets secondaires. Peut-être dire un mot sur les effets secondaires qui sont pas mal étudiés, parce qu'on a quand même souvent tendance à penser que les traitements hormonaux... Alors évidemment, celui-là, sur les antagonistes et les agonistes, on avait des traitements, des effets secondaires importants, mais sur des progestatifs ou des œstroprogestatifs, que nous dit la science? Parce qu'on entend beaucoup que ça donne plein d'effets secondaires, que c'est la catastrophe, etc. Mais c'est quoi la réalité, en fait? Alors en fait, les effets secondaires liés aux traitements hormonaux, ils sont là, ils existent. Le problème, c'est que c'est extrêmement personnel. C'est-à-dire qu'il y a des patientes pour qui on va prescrire un traitement hormonal, ça va être très bien toléré sur le plan de l'endométriose, sur le plan des douleurs, et au niveau des effets secondaires, certaines dames n'auront aucun effet secondaire. Et il y a d'autres patientes, ça peut être la meilleure copine de cette même patiente, chez qui ça va être une catastrophe. Et donc, malheureusement, c'est ce que j'explique aux patientes en consultation, c'est que ce sont des effets secondaires qui sont personnel en fait. C'est que tant que la patiente n'aura pas essayé le traitement, je ne peux pas dire à la patiente vous allez bien tolérer ce traitement, vous n'allez pas bien tolérer ce traitement. Et malheureusement, effectivement, la science a démontré des effets secondaires, totalement, ça c'est indéniable. Mais c'est pas parce que ça a été démontré que forcément toutes les patientes auront ces effets secondaires. Et il y a eu un travail énorme par les laboratoires, puisqu'effectivement, il y a eu dans le cadre des pilules, il y a eu les premières générations, deuxième, troisième, là on rentre dans les quatrièmes générations, qui en fait, on travaille sur différentes molécules pour voir au niveau de la tolérance et pour essayer de diminuer au maximum les effets secondaires. Donc au début, c'était effectivement les troubles de l'humeur, tout ce qui était acné, tout ce qui était augmentation de pilosité. Là, les troisième, quatrième génération, c'est des pilules où on essaye de diminuer vraiment tout ce qui est acné, pilosité. Après, les troubles de l'humeur, malheureusement, c'est tellement vaste et ça dépend tellement des patientes. Effectivement... Mais on peut essayer plusieurs molécules, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas toujours la première fois sur la bonne. Non, exactement. C'est que, heureusement, au niveau des traitements hormonaux, ça a été développé. On a tout un arsenal thérapeutique, c'est ce que j'aime dire. C'est que c'est pas parce qu'il y a une pilule qui n'a pas fonctionné que tout le reste des autres pilules ne fonctionnera pas. D'accord. Souvent, il y a des patientes qui arrivent, qui sont bloquées, qui me disent j'ai essayé une pilule, c'était affreux, docteur, je veux pas du tout en reprendre d'autres. Et c'est vrai que c'est difficile de convaincre les patientes que finalement, effectivement, c'est la classe des progestatifs, mais il y a des subtilités et des fois,
sur une classe thérapeutique versus une autre, des fois c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Voilà, donc voilà, il y a des traitements hormonaux. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, on en a d'autres à proposer. Et voilà, effectivement, il faut avoir un suivi et être patient. Et je pense qu'on arrivera à trouver des solutions pour toutes les patientes. Et par rapport, donc là, vous avez parlé de ce nouveau traitement qui va sortir effectivement en France en 2025. Ouais. D'autres pistes sur les traitements hormonaux. Alors, les laboratoires continuent à travailler dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et du côté des non-hormonaux, qu'est-ce qui pointe à l'horizon? Est-ce qu'il y a des choses Alors, effectivement, au niveau des autres traitements hormonaux, moi, j'ai pas de plus d'informations. J'imagine qu'effectivement, il y a des recherches, ça c'est sûr, sur quelles molécules qu'on pourra proposer et qu'on pourra commercialiser, parce qu'il y a toujours cette question de, effectivement, il faut découvrir une nouvelle molécule. Il faut qu'elle puisse être testée pour voir si au niveau sécurité, au niveau tolérance, comment ça se passe, trouver le bon dosage et ensuite faire de la recherche du coup clinique sur les patientes atteintes d'endométriose. Donc ça se fait d'abord, c'est sur différentes phases, c'est des études de phase 1, phase 2, phase 3, puis ensuite il faut obtenir l'autorisation de mise sur le marché, et ensuite il y a une phase 4 qui correspond à la surveillance en fait. Et donc ça, ce sont des études qui coûtent cher, hein, effectivement, qui sont longues, puisque entre la phase 1, où on a déjà la molécule et qu'on propose de tester sur les patientes, jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, en général, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années quand même. Et donc, effectivement, là, au niveau des traitements hormonaux, moi, je n'ai pas plus d'informations. Mais effectivement, je travaille avec le professeur Chabert-Buffet, qui est médecin-chercheur et on est investigatrice d'une étude de phase 2 qui s'occupe des traitements non hormonaux dans le cadre de l'endométriose. Phase 2, peut-être bien précisé, parce que c'est la phase 1, phase 2, phase 3. Alors, donc ça correspond à quoi la phase 2? La phase 2, ça correspond en fait, on propose, donc c'est une molécule qui est retenue, on la propose à des patientes qui ont de l'endométriose, c'est des patientes qui sont sélectionnées, hein, il y a des critères d'inclusion dans cette étude, et en fait on teste cette molécule versus placebo, c'est-à-dire sans traitement, pour voir si cette molécule apporte un effet bénéfique dans le cadre de l'endométriose. Et donc, cette étude, elle est en cours. On a commencé les phases de les recrutements des patientes. C'est sur différents sites et c'est une étude qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la patiente est-ce que vous avez le placebo ou est-ce que vous avez le traitement qui est proposé, pour justement éviter les biais, donc c'est-à-dire les erreurs d'influence par rapport au fait de savoir, oui, j'ai tel traitement, je sais que ça va être efficace. On sait qu'il y a un effet placebo qui peut énormément jouer dans le cadre de la réponse au traitement. Donc, surtout voilà. Au début. Malheureusement, ça s'estompe après. Ouais. Voilà, effectivement. Et donc, du coup, on a cette étude en cours. Donc, c'est une phase 2. Le temps d'obtenir des réponses, effectivement, il peut s'écouler de nombreuses années. Là, une étude de phase 2, ça dure combien de temps à peu près ? C'est entre 2 et 5 ans. 2 et 5 ans, oui, donc c'est déjà assez long. Et là, on est sur un traitement non hormonal, c'est vraiment des pistes nouvelles. Alors, effectivement, ça rentre quand même dans tout ce qui est système, tout le système hormonal, puisque c'est une molécule qui va en fait venir... alors, comment on dit ? Qui va venir en fait contrôler, parce que l'œstrogène, il y a toute une voie pharmaco-chimique où l'œstrogène est transformé pour arriver à l'œstradiol qui est l'œstrogène actif chez la femme. Et donc il y a une molécule qui pourrait moduler par rapport à cette voie de transformation de l'œstrogène. Donc ce n'est pas un traitement hormonal directement, mais il intervient dans la régulation des voies hormonales. Mais ce ne sont pas des hormones exogènes que l'on prend en fait. C'est de la régulation du métabolisme. Du métabolisme hormonal. Ce n'est pas effectivement, comme vous le dites très bien, on a. Donc voilà, ça c'est une des. Et donc il y a quelques équipes aujourd'hui. Il y a quelques équipes. Il n'y en a pas encore beaucoup encore. J'insiste, mais tant qu'on ne comprend pas les mécanismes, c'est difficile.
On agit sur quoi si on ne sait pas comment la maladie connaît le cycle des hormones. Donc là, on après sur l'inflammation, sur l'immunité, finalement, qu'est-ce qui fait que le système immunitaire ne détruit pas les lésions? On ne saura pas comment on peut améliorer la destruction. Ça, tout le travail. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir des équipes qui travaillent dans le monde sur effectivement d'autres cibles thérapeutiques, mais ça reste encore, voilà, il y a 2-3 équipes, il y a quelques équipes qui travaillent, mais ça reste encore minimum. Ça reste encore des niches, quoi. Donc effectivement. Et dans des phases très préliminaires, en général, on n'est même pas dans des phases 2. On se parle d'études vraiment in vitro qui sont très en amont. Mais en tout cas, la recherche se mobilise de plus en plus sur ces approches-là. Tout à fait, ouais. Merci. Merci à vous.